Au Forum des images, on a décidé de faire la part belle de plus en plus aux partenariats dans des formats qu'on appelle les séances actu. Et donc on est ravis que notre intuition a rejoint les intuitions du Festival Atmosphère, qui, on me le disait tout à l'heure, il y a déjà eu des traditions de faire des choses hors les murs, mais là vous vous êtes lancé, c'est formidable, c'est une marque, c'est un vrai désir d'atmosphère, d'irriguer plein de lieux au-delà du festival qu'on sait formidable et qui se tiendra forcément cette année. 22 000 spectateurs je crois, c'est ça, on est très jaloux, mais c'est formidable. Voilà, c'est juste pour vous souhaiter une excellente soirée et passer la parole à monsieur Sébastien Follin, le président d'honneur du Festival Atmosphère. Donc c'est... Merci pour lui. Et je prends les applaudissements pour les équipes du Forum des images aussi. Bonsoir Claude, merci pour cet accueil chaleureux et un peu flatteur quand même, puisque le principe d'un président d'honneur, c'est qu'il est bénévole et qu'il apparaît que dans les événements publics. Derrière, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied, comme ça a été le cas pour cette soirée. Ravi de vous accueillir ici au Forum des images. Juste une petite anecdote personnelle, quand je suis arrivé à Paris en 2000, c'était il y a longtemps, j'ai l'âge de mes artères. Quand je suis arrivé ici, mon premier abonnement, ça a été pour le Forum des images, avant la Cinémathèque, oui, tout à fait, parce que je me sentais peut-être plus à l'aise ici et moins engoncé. Donc, on est ravis, en tout cas, merci de nous accueillir ici pour ce premier hors les murs du Festival Atmosphère qui se tient à Courbevoie. On est sorti de notre cocon de Courbevoie pour venir vous voir ici, chers Parisiens. On a passé le périph'. D'habitude, on demande à passer dans l'autre sens, mais là, cette fois-ci, c'est nous qui sommes venus vers vous. Le Festival Atmosphère, c'est tous les mois d'octobre. Festival totalement gratuit qui aime l'idée d'allier la science et l'art. Et le film que vous allez voir ce soir en première nationale, eh bien, symbolise très bien l'esprit du festival, puisqu'on va parler d'IA, d'intelligence artificielle, mais aussi d'intelligence collective. Et le réalisateur, dont vous entendrez quelques mots tout à l'heure, réalisateur italien Valerio Jalongo, ou Jalongo, il y a débat au sein de l'équipe pour savoir comment on le prononce. En tout cas, Valerio nous présente un film où il va à la rencontre d'artistes et de scientifiques autour de cette question. Et puis, juste après, il y aura une table ronde, mais ça sera une table très très ronde, puisque l'idée, c'est de vous faire participer aussi. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous une chercheuse en IA, l'une des premières chercheuses en IA en France, Michel Sebag, et puis deux artistes, Benoît Carré, musicien, et Olivier Levallois, qui est scénariste. Tout le monde, évidemment, cherche et utilise l'IA dans leur pratique, et donc vous pourrez, j'aurai quelques questions à leur poser, mais vous pourrez surtout leur poser des questions et échanger avec elles et eux. Je vous propose, juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette soirée, qui va commencer par un court-métrage, de regarder ce qu'était cette 15e édition du Festival Atmosphère. Quand on a commencé les premières années, on était inquiet quand il faisait beau parce que les salles seraient vides. Or là, il a fait beau tout le week-end et les salles étaient pleines. C'est multigénérationnel, multisocial, c'est formidable. En fait, c'est assez simple, c'est mon festival préféré. C'est un festival qui est plein d'émotions, qui est plein de bienveillance et d'empathie. C'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Les contenus ici, c'est des connaissances à travers des experts, des scientifiques. C'est l'artistique pour parler au cœur et pas qu'à la tête. Rencontrer aussi des personnes exemplaires pour vraiment avoir l'impulsion de passer à l'action. Et c'est au cœur d'un événement comme ça qu'on a la force d'avoir un impact sur le plus grand nombre. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'essaimer. On va chercher de nouveaux publics en créant des nouveaux formats, en fait, tout simplement. On a créé le Café des Sciences. On a une programmation de plus en plus pour les petits. Des ateliers aussi dans le village. Je connaissais ce festival pour être venu il y a 2 ans déjà. J'avais trouvé l'ambiance géniale. Surtout le lien entre science et art. Une jolie façon de se dire que la culture, c'est la culture scientifique et la culture au sens du patrimoine culturel classique. C'est des façons de vivre mieux, de comprendre mieux ce qui nous arrive. Les histoires qu'on se raconte sont des leviers phénoménaux pour faire bouger notre société. Inventer de nouveaux récits, les diffuser, c'est un super outil. C'est pas que les chiffres qui arrivent à changer les consciences, c'est vraiment en touchant les gens en plein cœur, dans leur chair. Et c'est ce qu'arrive vraiment à faire le Festival Atmosphère. Les gens sont extrêmement sensibles à tout ça et veulent faire leur part en fait. Ils savent pas forcément comment le faire. On peut se sentir isolé aussi, donc c'est tout l'intérêt de ce festival pour donner un élan collectif et une envie d'agir. C'est hyper important. Ça permet de faire une sensibilisation qualitative au service du développement durable. 50% des gens qui sont venus à au moins 2 éditions ont déclaré qu'ils avaient changé de comportement. C'est ça le principal dans ce qu'on fait. C'est à la fois une fête, mais en même temps quelque chose qui est utile.
Il faut moins polluer la planète puisque, comme disait la glaciologue, on ne se rend pas compte dans les villes le réchauffement climatique, mais par contre en Antarctique par exemple, ça fait des choses destructrices. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'apporter un petit peu d'espoir en disant mais il y a des solutions, il faut simplement les appliquer. Tu penses qu'on va réussir à changer un peu nos habitudes? Si jamais on s'y met, oui. Voilà, pour conclure, un joli message d'espoir. Et on vous attend évidemment pour la 16e édition qui se passera au mois d'octobre. J'ai pas les dates en tête, mais deuxième week-end d'octobre. Voilà, je vous donnerai les dates précises dans un instant. Je vais inviter à me rejoindre Sylvain Robineau, qui est le réalisateur du court-métrage que nous allons voir maintenant. Sylvain, bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil. Le film s'appelle Miel Béton. C'est ça. La thématique, on tourne autour en tout cas le sujet. Du vin. Autour du vin, oui, tout à fait, oui. Et de l'intelligence artificielle. Sylvain, as-tu utilisé l'IA pour écrire ton court-métrage? Pas véritablement pour écrire, avant en parler, mais en tout cas, j'ai consulté, oui. À de nombreuses reprises. Consulter, c'est-à-dire C'est-à-dire plutôt sur des questions de structure. Voilà, que penses-tu de la structure? Comme je n'ai pas de formation de scénariste, la tentation a été forte de demander l'avis de la chose. Et la chose a été pertinente dans ce qu'elle disait? Je suis pas ultra compétent pour le dire, mais ouais, je pense que la chose est parfois très pertinente. Ouais. Très bien. Et d'un point de vue créatif, est-ce que tu as aussi fait appel à la machine? Non, on en parlait tout à l'heure. Je pense que pour les idées, en tout cas au jour d'aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne moi, non, j'ai trouvé aucune idée qui m'a plu. Voilà, non, tout ce qui m'était proposé était attendu, je trouvais attendu et pas très intéressant. Mais par contre, sur des choses plus analytiques, ça me semble plus pertinent. Bon, on va développer tout à l'heure avec Olivier et Michel et Benoît. Pourquoi être allé vers ce sujet? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Alors, tout part d'un sketch d'un humoriste qui s'appelle Alexis Le Rossignol, qui a fait un sketch sur la vente de miel, dans lequel il dit que vendre du miel, c'est hyper facile parce que personne n'y connaît rien en miel, ce qui est vrai. Et donc, à partir de là, j'ai eu l'envie de développer un récit autour de ça, une comédie. Voilà. Et puis, l'IA s'invite au casting, vous comprendrez pourquoi, parce qu'il est question d'un couple d'apiculteurs qui n'a pas le sens de l'humour. Et voilà. Comme toute intelligence, on peut s'en servir à bon escient ou à moins bon escient de l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup. Le film est très très récent. C'est la première projection ce soir. Déjà, je remercie toute l'équipe d'Atmosphère. Pour nous, c'est une joie d'être là. C'est incroyable. Ce soir, c'est la première projection. C'est un moment très particulier. Donc, merci Marie-Lou et à toute l'équipe d'Atmosphère. On a beaucoup de chance. Bien, merci. On soutient les jeunes créateurs et les scénaristes et les réalisateurs, puisque nous avons un concours de synopsis, un concours de court-métrage également. Ça tombe bien parce que je suis très très jeune. Mais bien sûr, mais moi aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est entre jeunes. Allez, on se revoit en boîte. Allez. Ouais, super. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Voici Miel Béton. Bravo et merci Sylvain. Où est Sylvain? Lève-toi Sylvain et profite de l'ovation. Encore. On attend le long métrage, qui sera évidemment la suite de ce court-métrage. Merci beaucoup. Court-métrage que j'espère Marie-Lou programmera lors du festival. Elle me regarde, elle ne se prononce pas. Voilà, donc c'est elle qui décide de toute façon. Merci beaucoup en tout cas pour cette première. Il est temps de voir votre film Wider Than the Sky. Et on va commencer par un mot du réalisateur, et puis ensuite le film, et puis on se retrouve juste après pour l'échange avec Michel, Olivier et Benoît. Merci et bonne soirée. Alors, je suis Valerio Ialongo et je suis très content que le festival Atmosphère présente en avant-première nationale française mon film Wider Than the Sky. On a dit souvent que c'est un film sur l'IA, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le film se demande d'abord quelle parenté il y a entre l'humain et l'IA. Et le second point qui est dans les films, je crois, c'est l'envie de raconter des communautés
artistique et scientifique, comme j'avais commencé à le faire dans mon film Les Sens de la beauté, tourné au CERN de Genève. Je crois que sans des vraies communautés faites de collaborations et de solidarité directe, on devient la proie des manipulations que les black box et les big tech peuvent exercer sur la société, sur les individus et sur la politique. C'est pour ça qu'il faut réagir à la peur envers l'IA. Je commencerai par une petite révolte. Arrêtez d'utiliser l'adjectif artificiel qui permet de penser que ça peut être privatisé. En effet, l'IA s'inspire en partie au cerveau humain, mais surtout, toutes les données qui ont servi à l'entraîner sont humaines, et ils ont une histoire et des auteurs. Cette intelligence alors appartient à tous et ne doit pas être contrôlée par une poignée de personnes à l'intérieur des black box. Je propose de l'appeler plutôt intelligence collective, c'est-à-dire un nouveau rêve qui part de tous les débats, tous les livres, tous les films, tous les festivals du monde. Et je vous souhaite alors un bon film et un bon débat. Ciao à tutti. Wider Than the Sky de Valerio Jalongo. Ravi de vous l'avoir présenté donc en avant-première. Et puis on va maintenant entamer une discussion avec nos trois invités, avec Michel Sebag, Olivier Levallois et Benoît Carré, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Les voici. Bonjour Benoît. Bienvenue. Olivier Levallois, Benoît Carré et Michel Sebag qui arrivent. Alors le principe, c'est que on va échanger un petit peu entre nous, mais l'idée c'est quand même qu'on fasse circuler la parole dans la salle. Donc j'imagine que vous avez plein de questions. Il n'y a plus personne. C'est une illusion, c'est une modélisation IA qu'il y a devant moi. Il n'y a plus personne dans la salle. Michel, bienvenue. Donc je vais commencer à discuter avec eux et vous avez des micros qui tournent dans la salle. Évidemment, vous intervenez quand vous voulez, ou presque. Olivier, Benoît, Michel, bienvenue à tous les trois. Je vais vous présenter rapidement. Michel Sebag, vous êtes chercheuse émérite en informatique. Donc émérite, ça veut dire qu'elle continue de chercher, mais elle est à la retraite. Voilà, mais elle continue ses recherches. Et avec Marc Schönauer, qui est dans la salle, vous faites partie des pionniers dans la recherche IA en France. Il y a d'autres pionniers dans la salle. Tenez, regardez, vous avez un micro. Est-ce qu'il est allumé? Oui, il est allumé. Il y a d'autres pionniers dans la salle. Il y a Patrick Albert. Je crois qu'il y a quelques autres amis aussi. Si d'autres se sentent de porter la parole de l'IA, bienvenue. Merci à vous. Benoît Carré, bonsoir. Vous êtes auteur-compositeur et vous faites partie des pionniers de la création musicale par intelligence artificielle. On va parler de ça et tous les deux, vous êtes artistes puisqu'Olivier Levallois est scénariste et Olivier est également l'un des premiers à avoir exploré les possibilités de l'IA en scénarisation et à votre façon tous les deux, bien qu'étant artistes, vous êtes également des chercheurs puisque vous essayez à votre façon, des chercheurs artistiques, on peut le dire. Peut-être commencer avec vous, Michel. Est-ce que, mais de manière rapide, je dirais pas ça, mais synthétique, est-ce qu'on peut donner une définition de ce qu'est l'IA ? Parce que j'ai l'impression que la définition scientifique diffère quand même de la définition qu'on entend dans les médias en général. Je pense que tout le monde hésite à la définir parce qu'elle bouge à grande vitesse. Vous qui avez vu le film, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu des robots? Est-ce que vous avez vu une tête qui parle? Est-ce que vous avez été convaincu par l'intelligence de cette tête? Par quoi vous avez été impressionné? Pour le moment, je pense qu'il y a des gens, Sylvain en particulier, parlait de l'usage de ChatGPT. Ok. Donc là, on peut dire qu'on a quelque chose de tout à fait étonnant. Mais on se demande aussi jusqu'à quel point, vous savez, en informatique,
il y a les réalisations et on appelle ça l'effet waouh. Qu'est-ce que c'est l'effet waouh? On vous montre quelque chose et vous dites waouh. Et après, quoi? Rien. Voilà. Donc ça, c'est l'effet waouh. Mais là, ChatGPT, c'est pas du tout l'effet waouh. Même, je pense qu'on pourrait à bon droit se demander jusqu'où ça va. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est de l'imitation? Est-ce qu'une imitation si bien, est-ce que ça ne va pas au-delà de l'imitation? Et surtout, comment ça va nous modifier, nous? Et je pense que vous avez vu, vous, comment ça devait modifier votre pratique ou votre relation avec ce que vous vouliez faire. Benoît, Olivier, côté musique, côté scénarisation. Ça va tellement vite que la manière dont on aborde le travail de création avec l'IA change aussi vite que l'IA. Et moi, au début, ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans cet état un petit peu second. Quand on est en train de créer, on peut rentrer dans une espèce d'état un peu de flow, presque d'hypnose, où on voit plus le temps passer, etc. Et ce flow-là, en fait, je suis rentré dans un projet qui s'appelait Flow Machines, qui était développé par Sony CSL à l'époque. Et l'idée, c'était d'augmenter de provoquer ça à travers une interaction avec la machine qui à l'époque, prenait un peu ce qu'on lui donnait comme matériel et puis le transformait et déstabilisait, créait des accidents un peu contrôlés. Et pour moi, en fait, le flow, c'est l'accident contrôlé permanent, quoi. Et donc, l'IA, pour moi, ça a été l'intérêt, c'était vraiment ça. C'était de me sortir de ma zone de confort ou de ce que je connais, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que je lui donnais des choses connues et elle les transformait de telle sorte que moi, je rentrais dans une espèce de flow, un peu comme une transe, quoi. Et donc, c'est en ça que l'IA m'intéresse. Voilà. Et en même temps, ça rejoint cet effet waouh d'une certaine manière, puisque la création artistique, ce flow est aussi alimenté par une forme d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant dans ce qui est proposé par la machine. Peut-être de manière trompeuse, mais on peut le voir comme ça. Une fois la pensée magique passée, parce qu'au début, il y a le truc on est fasciné parce que c'est lié, il y a une espèce de croyance qui s'installe. Une fois passé ça, on se rend compte qu'en fait, on gagne pas tant de temps que ça. Ça prend du temps. C'est une autre façon de faire, en fait. C'est une autre façon de créer. Et il y a des waouh, effectivement, il y a des effets waouh ponctuels qui sont en fait les points d'accroche sur lesquels on va dans lesquels on va s'engouffrer pour entrer dans ce flow, en fait, ce flow créatif. Olivier Alors, c'est marrant parce que j'ai une réflexion qui est à peu près la même entrée, mais à l'envers, en fait, sur la pratique. Alors, pour que vous compreniez bien ce que moi je fais, c'est que non seulement je pratique pour le développement de scénarios, un travail d'assistanat par l'IA, mais je l'enseigne à beaucoup de gens, des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs. Donc j'ai aussi une vue sur ce qui se passe chez les autres. Et par rapport, alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire là, mais par rapport à cette histoire que moi j'appelle le cerveau diffus, c'est-à-dire cet état dans lequel on se met quand on est dans la création, c'est-à-dire c'est un état qui est hyper agréable. Ça marche avec l'alcool, mais ça marche aussi sans. Mais qui est l'état diffus où on reçoit les idées, on les connecte, elles sont comme ça, mais après il faut les organiser pour que ça devienne quelque chose qu'on transmet. Et c'est là où l'IA complètement, quand je savais que j'allais venir ici, je me suis posé la question de m'observer en train de travailler avec l'IA. Et le truc qui a été vraiment décisif, c'est que je me mets dans cet état diffus, donc qui n'est pas l'état concentré d'organisation, qui est le même qu'avant, c'est-à-dire que j'ai mes intuitions, mes spontanéités, et c'est l'IA aujourd'hui qui organise ça. C'est l'IA qui va organiser mes intuitions. Donc le gain de temps pour moi dans l'organisation de mon travail, il est là. C'est-à-dire que on parlait des concepts et des mots là. On pourrait faire un débat de 2000 ans sur ce documentaire. Moi, j'apporte le concept en fait à l'IA et c'est elle qui l'organise après. Et elle l'organise quasiment aussi bien que moi. Et puis il y a une chose qui est très perturbante pour un scénariste, c'est qu'on travaille avec des sentiments. Et la force de l'IA, là où je l'attendais pas, je l'attendais sur les faits, elle est mauvaise sur les faits. Par contre, sur les sentiments, l'analyse des sentiments, elle est extrêmement bonne. Et c'est assez perturbant de se retrouver avec ce qu'on considère une machine encore, comme à ce qu'on a vu avec Ameca qui existe vraiment, c'est ça, hein,
cet ordinateur existe vraiment à Mecca? Visiblement, oui. Ouais, tout à fait, oui, c'est un documentaire. C'est super impressionnant. Oui, oui. Et donc voilà, on est challengé en tant qu'humain. Et juste pour terminer là-dessus, je trouve que le documentaire dit plein de choses, mais il dit un truc, c'est qu'est-ce qui reste de nous en tant qu'humains face à la machine? Où est-ce qu'on a une plus-value? Qu'est-ce qui est... En fait, ça nous challenge en tant qu'humains, ça nous interroge. C'est copernicien, on est en train d'être relégué à un autre endroit, et puis voilà. Donc, et moi, ça, je le vis tout le temps. Si on fait des bons prompts, il y a le réalisateur qui disait qu'il n'avait pas réussi à produire des idées, mais si on s'y prend bien, elle peut produire des idées réellement. Sauf que, et je terminerai là-dessus, pardon. Dans mon domaine, on vise le même. On vise pas la créativité, on vise pas l'originalité. On est content quand l'IA a réussi à produire ce qu'on sait faire plus rapidement. Des images, des scénarios. Donc c'est un peu une démarche très différente pour le coup, puisque nous, il faut que ça ressemble à ce qu'on sait faire, en fait. Ça ne soit pas différent. Voilà. Vous avez pris plein de notes, Michel. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous... c'est pour vous, c'est pour vos recherches. Vous prenez les notes tout le temps. Pardon. Oui, je prends des notes tout le temps. Le fait, l'inspiration, moi, j'ai tendance à penser que beaucoup de choses peuvent servir d'inspiration. Il y a, si je me souviens bien, dans le carnet de Léonard de Vinci, il y a un moment où il dit, quand vous vous sentez sec, vous prenez une éponge pleine de couleurs, et vous la lancez contre un mur bosselé. Et vous allez voir quelque chose. Donc, évidemment, voilà. Le fait que l'IA soit bonne avec les sentiments, je pense que le plus grand danger, en fait, c'est de se dire, est-ce que c'est un être que j'ai en face de moi? Et pourquoi c'est un danger? Parce que si on pense que cette chose-là, cette IA, est un être, peut-être qu'on n'a plus les mêmes rapports avec les vraies personnes. Et peut-être c'est de cette nature-là le danger. Maintenant, le fait que cette IA soit bonne avec les sentiments, imaginez qu'elle a ingurgité l'ensemble des écrits, l'ensemble des romans, l'ensemble des films, enfin bref, tout. Imaginez que vous ayez une mémoire eidétique, une mémoire complète de tout ce qu'on a pu dire sur l'amour, l'amitié et ainsi de suite. Au moins au niveau des paroles, vous seriez très très bons. On serait très très bons tous. Est-ce que c'est déjà énorme, mais est-ce que c'est plus? Bien sûr. Une des premières phrases que je dis en formation sur cette question-là, c'est l'IA a toutes les expériences, donc elle en a aucune en fait. C'est-à-dire que pour avoir une expérience, pour écrire une histoire, faut avoir une histoire singulière. Et c'est cette histoire singulière qu'on donne. Or, l'IA a la mémoire de tout, donc elle a aucune expérience en vrai. Et du coup, il n'y a pas de singularité avec l'IA à cause justement de cette mémoire. Or, une histoire, c'est une histoire de quelqu'un qui est pris dans la grande histoire, qui est pris dans l'histoire avec sa famille. Et donc, il va raconter quelque chose d'universel mais de singulier. Et l'IA, spontanément comme ça, ne peut pas le faire à cause justement de sa connaissance. Benoît? Il y a aussi un truc intéressant dans le film. À la fin, il parle du sentiment, elle parle du sentiment, de son expérience, etc. Et en fait, jamais elle parle de ses sentiments. Elle parle des sentiments des autres qui créent quelque chose en elle, qui crée une réaction. Et donc, en fait, ça, très vite, on est trompé, parce que si on ne fait pas attention, on peut croire qu'elle a des sentiments, mais en fait, c'est toujours par réaction aux sentiments des autres qu'elle fait des analyses. Et puis, je trouve que le film, en fait, ce qu'il montre presque depuis de la première minute jusqu'à la fin, c'est que nous, on est vivants et que ces IA ne sont pas vivantes, quoi, que ce sont des machines. Alors, voilà, ce qui je trouve, l'une des images qui est marquante dans le film, c'est cet annuaire de 1 et de 0 qui représente une image JPEG. Donc c'est juste une image. Donc on imagine, ça met à distance cette histoire d'émotion, parce que ces émotions restent binaires. En fait, c'est juste une analyse mathématique. Michel, c'est une succession d'informations. Mais, bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui essayent de dire attention, elle ne perçoit pas comme nous. D'accord. Mais il y a un bouquin qui était avant, et d'ailleurs qui a été très très instructif pour les roboticiens, qui dit comment ça ferait de vivre si on était une chauve-souris. How is it to be like a bat? Ok, donc imaginez, vous n'avez pas d'yeux, mais simplement vous envoyez des sons et vous
vous recevez l'écho des sons que vous avez. Et avec ça, vous êtes capable, littéralement, d'être aussi bon que le drone. Okay, vous êtes capable d'arriver dans la nuit et de localiser un moustique et de localiser quelque chose qui est, toute proportion gardée, comme un morceau de sucre sur le toit d'un building. Et ça a toute allure. Donc, le fait que la perception est différente, mais je voudrais revenir sur ce que tu disais, excusez-moi, j'empile les parenthèses, mais bon, quand tu dis elle a la mémoire de tout et donc elle a la mémoire de rien, oh là là, je pense pas, moi, uno, nessuno et 100.000, je suis à la fois, moi, personne et 100.000. Et quand tu vois la photo avec Lipcher, où il y a des centaines de gens qui sont tous lui, peut-être qu'on est beaucoup plus que ce qu'on est. Donc, plein d'expériences et ça veut dire rien, je suis vraiment pas d'accord. Et il y a un moment super intéressant par rapport à ça, par rapport à la multitude, sur la conscience. Quand il y a une personne qui parle, je sais pas, c'est une scientifique qui dit que la conscience c'est comme un grand orchestre avec une personne dedans qui donne le la. Et donc c'est diffus, quelque chose de diffus. C'est pas un truc complètement cernable comme ça. Donc je trouve qu'il y a plein de petits moments dans pour parler du film, dans le film qui étaye un peu, qui essaie de cerner ce que c'est que la conscience, le rapport au corps, etc. Et toujours en miroir avec cette IA. Alors moi, je me suis posé une question. Alors je sais pas, c'est dommage que le réalisateur soit pas là, mais cette IA, elle parle pendant tout le film. C'est un peu la voix off. Et est-ce que c'est elle qui parle ou est-ce que c'est... Je me suis posé la question, est-ce que c'est le réalisateur Est-ce que c'est le réal qui a écrit... ou est-ce qu'il a prompté cette voix et qu'il a cloné, qu'il a cloné sa voix pour lui faire dire ce qu'il avait envie de dire. On a un peu l'impression que c'est ça, et qu'elle parle au début et à la fin. Hein, voilà. Juste pour répondre, parce qu'en fait, moi j'aimerais bien ne pas être d'accord avec moi, mais c'est juste empirique en fait ce que je dis. C'est même pas... c'est que en termes de pratique... Si on donne, par exemple, on demande à une IA de nous raconter une histoire sur un berger dans une montagne, comme ça, ouvert, on va se retrouver avec tous les poncifs, parce qu'il fait une moyenne de toutes ces histoires de bergers, tous les poncifs. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est à sortir de poncifs en donnant justement des singularités. Donc je vois bien que naturellement, sa construction, sa production d'histoire va naturellement sur le poncif. Je parle de récit, pour le coup. Donc, la moyenne des histoires qu'elle a prises, c'est un poncif. J'aimerais bien ne pas être d'accord, mais c'est ce que je vis. Mais là, c'est dans ta pratique à toi. Dans ma pratique, c'est très particulier, c'est une pratique narrative. Donc, c'est ce que j'en déduis. Par contre, dès qu'on oriente, nous, et qu'on arrive avec notre singularité conceptuelle, là, il va se passer quelque chose. Si nous, on fabrique de l'écart. Donc, naturellement, sans rien rajouter à sa mémoire, c'est ce qui se passe. Et je voudrais juste te dire une chose par rapport au rapport à l'homme, justement, essayer de voir que c'est différent. Mais il y a quand même une obsession de l'habiller comme un être humain. D'en faire et qui justement raconte quelque chose sur notre propre rapport à l'IA. On aimerait tellement que ça soit un double de nous, alors qu'on n'est pas obligé. En fait, on peut faire un cube, si on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire une pomme. Et il y a un fantasme qui oriente notre rapport à elle, mais qui vient de nous, qui vient pas de l'IA. C'est-à-dire que c'est notre propre projection, en fait. Mais oui, je me souviens, avant, c'était au siècle dernier, avoir vu des robots au MIT. Il y avait des robots humanoïdes et on leur avait mis des sous-vêtements pour la pudeur. Mais la raison pour laquelle, je pense, on les met avec une apparence humanoïde, alors qu'une pomme, c'est parce qu'on prête qu'aux riches, on prête qu'à l'apparence humaine. Est-ce qu'il y a questions, réactions dans la salle pour commencer à faire circuler la parole? Pierre Dugovson, qui fait partie de nos proches artistes qui font partie de la programmation du festival régulièrement. Pierre? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te lever, Pierre, s'il te plaît? Saluer la salle. Et non. Alors, ta question. Déjà, il m'a manqué un gros chapitre au film qui est le désastre écologique qui est derrière tout ça. Il n'y en a pas un mot dans le film, mais ça m'a vraiment manqué. Oui, après, c'est pas un film exhaustif, c'est une vision poétique de l'IA, c'est son point de vue. Juste avoir une réflexion, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc c'est pas comme si c'était un film avec... je vais pas faire l'avocat du film, mais c'est pas le propos de son film. Non, mais j'attaque pas le film. C'est pas une attaque du film. En tout cas, t'aimerais entendre parler de la question écologique. Je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une réflexion sur l'IA sans avoir un chapitre sur le désastre écologique qu'il représente.
Voilà, c'est une petite parenthèse. J'entends très bien ce que Olivier décrit, le fait enfin, sur ces singularités qu'on doit nous apporter, évidemment. Et moi, ce que j'entends beaucoup dans le film, là on n'en parle pas encore, mais c'est dit dans le film que la démocratie est en danger face à ça. C'est dit dans le film qu'on a affaire à une réduction de la créativité. Et je voudrais juste qu'on n'oublie pas C'est pas ces tout à fait ce facteurs-là. qu'il dit. Hein. Il y a une porte, ça peut être la porte de l'enfer, la porte du paradis, ça dépend de ce qu'on va en faire. Non, Rob Reich dit très très clairement qu'on a affaire à une il l'évoque, réduction. mais c'est pas ce que dit le film globalement. Il a donné la parole à certains qui disent, qui montrent ce que peut être l'enfer, mais aussi la collaboration, le collectif, et de voir ce que l'on va en faire. C'est le dernier qui parle et qui dit, enfin qui fait ses expériences, dit qu'on n'est pas responsable de nos actions. Moi, je crois que oui. Contrairement à ce qu'il disait, quand il disait on est responsable de nos réactions, pas de nos actions, je crois qu'on est responsable des deux. Et voilà. Bref. Une question ou juste un nom? C'était une. Vous voulez quelques réagir remarques. à ce qui a été dit? On est responsable. Très bien. Merci Pierre. D'autres questions ou réactions par rapport au film? Non. Je peux faire juste une petite réaction là-dessus. C'est que c'est la finalité des gens qui voient la science comme un but en soi, quoi. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la phrase de Camus qui dit le progrès mais pour quel type d'homme, quoi, enfin pour quels humains. Et donc c'était pas tout le monde, hein, du tout dans le. Je suis d'accord avec toi, hein, c'était pas tout le monde, c'était un panel. Mais à un moment donné, c'est la question de ce qui est dit à un moment donné chez Google ou je ne sais où, c'est quand même que le but du jeu, c'est de fabriquer le jeu, quoi. C'est continuer à faire de la science et de trouver des. C'est pas ça le but du jeu. Tout ça, c'est pour un progrès humain. Et donc c'est ça qui est perverti dans cette histoire, quoi. Et à la fin, il y a aussi un truc qui m'a un peu étonné. C'est, je sais pas si c'est du coup toujours Ameka, l'IA, qui dit ça ou si c'est le réal qui l'a écrit. Mais l'IA dit un monde où en fait on sera libéré parce qu'on verra tout en même temps. Tout l'univers en même temps. Et ça m'a fait penser à l'Aleph de Borges, qui est un truc qui se passe dans une cave où c'est un endroit où on peut voir tout l'univers en même temps. Avec du réalisme magique. Alors je sais pas, tout ça c'est des références où je sais pas qui, voilà. Parce que si c'est l'IA qui dit ça, effectivement, c'est pas du tout pareil que si c'est le réal. Mais à la fin, on a l'impression que ça ouvre vers un truc de transhumanisme, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, moi, c'est des questions que je me pose. Je ne sais pas si vous les posez aussi, en ayant vu le documentaire jusqu'à cette dernière phrase. Parce que c'est cette phrase qui clôt l'histoire, quand même. Michel, vous vouliez... Oui. Pourquoi ils font ça? Est-ce que la science est un but? La science, c'est aussi, exactement comme l'art, c'est une expérience de flow. Quand on y est... je ne sais même pas si on a une conscience, on est parfaitement aligné et on continue. Les visions des grandes maisons multicolores, Google et tal, il n'y a pas de doute, le but c'est l'argent. Ok. Et on ne doit pas faire du tout d'angélisme. La question, et je pense qu'elle est exactement, et c'est pour ça que je pense qu'on est responsable de nos actions, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et qu'est-ce qu'on fait? Donc le fait de l'utiliser comme un outil, il faut bien commencer par comprendre comment ça marche et par s'en servir. Mais est-ce que ça va permettre de faire des choses, disons, pour le bien, même si c'est légèrement naïf ce que je suis en train de dire, qu'on ne pouvait pas faire avant? Ok. Comment ça ferait, par exemple, un ChatGPT dans la politique? Comment ça ferait dans le... comment ça ferait, par exemple, à France Travail? Hein? Si vous voulez, je peux parler de ça, parce que j'ai travaillé là-dessus, justement. Non, c'est pas du tout. Je pense que le plus important, c'est les questions.
Mais on peut écouter vos réponses. Juste une petite réflexion qui est amusante, c'est que ce dont je me rends compte avec votre raisonnement scientifique, c'est que vous faites la même chose que les scénaristes. Et qu'est-ce qui arriverait si on est devant nos feuilles, parce que Olivier est là, car j'ai suivi en tant que scénariste les cours d'Olivier, et c'est vrai que quand on est devant une page blanche et qu'on fait faire un truc à un personnage, pas que des trucs d'ailleurs, on fait aussi faire des actions, eh bien on se pose toujours la question de et alors tiens, et si, et c'est exactement ce que vous dites depuis tout à l'heure, Michel, donc il y a des ponts. On parle beaucoup ah oui, avant de poser cette question, je voulais aller au bout. Donc, est-ce que vous considérez, Michel, vous qui êtes vraiment dans la recherche scientifique, et en plus, vous êtes sur l'IA depuis longtemps, depuis les années 90, que, comme il est dit dans le film, que la démocratie est un frein au progrès et à la science? Vous avez 5 minutes. L'IA serait plus rapide à répondre. Je ne peux pas penser ça. Je suis cadrée pour ne pas penser que la non-démocratie va pour le mieux. J'ai absorbé avec un certain nombre d'auteurs le fait que la démocratie est le pire régime à l'exclusion de tous les autres. Qu'est-ce que c'est la phrase exacte? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, break things and go fast, je pense que c'est exactement des propos d'irresponsables. Et je pense qu'on le prend déjà sur les pieds et que ça va être pire. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de rapport justement à la démocratie, d'humanité, de philosophie. L'IA nous interroge quand même. C'est vraiment à la croisée des maths, de l'informatique et des sciences sociales. C'est quelque chose que vous avez intégré à votre pratique depuis que vous êtes chercheuse sur ces questions-là, Michel? Mais dans des temps très anciens, l'IA, c'était un rêve parce que c'était ce qu'on pouvait faire quand on aimait autant les maths que les lettres. Bon, évidemment, là, ces temps-ci, c'est surtout des maths, mais je crois que c'était exactement la dernière phrase. Il appelle à ce que maintenant, les philosophes, mais à mon avis, on aurait dû commencer un petit peu avant, mais les philosophes et les sociologues et les artistes arrivent. Voilà. Oui, une question, monsieur. Oui, ou un commentaire. Oui, c'est peut-être plus une proposition de participation. Il y a eu plein de choses très intéressantes de dites, j'en ai oublié la moitié déjà, sur la relation entre la démocratie, le progrès et la science. Il me semble que la démocratie est la condition nécessaire du progrès. Sans démocratie, il n'y a pas de progrès. L'absence de démocratie conduit à l'innovation. L'innovation, ce n'est pas le progrès. L'innovation, c'est de faire du neuf. Le progrès, c'est un mouvement vers le mieux. C'est ce qui a été inventé par les Lumières. Hein. L'innovation, c'est un mouvement brownien vers quelque chose qui n'existe pas encore et qui est nouveau. Et après, il y a des sélecteurs qui vont, parmi ces choses qui sont nouvelles, j'ai passé ma vie là-dedans, à faire de l'IA, mais j'en suis revenu. L'innovation, c'est faire des choses qui sont nouvelles, et après, il y a des sélecteurs qui vont sélectionner telle ou telle chose qui va fonctionner ou non. Donc, à mon avis, la démocratie est absolument nécessaire au progrès, et les deux, dans l'esprit des Lumières, étaient absolument liés. Et là, une des difficultés, c'est qu'on les a déliés. Il y a une très, très belle histoire qui raconte la descente du nombre d'occurrences du terme progrès, qui a commencé par perdre sa capitale. C'est du grand progrès, on est passé au petit progrès. Et il y a eu un croisement avec le mot innovation, qui lui s'est mis à accroître. Je crois que ça s'est passé sous Sarkozy, c'est un hasard. Le pauvre ne comprend pas grand-chose à tout ça. Et en fait, l'innovation est passée devant le progrès dans l'imaginaire collectif. Et d'ailleurs,
on a du mal maintenant à imaginer le monde qui vient comme un monde meilleur. Au siècle du progrès, au 19e siècle, on voyait le monde qui venait comme un monde meilleur. Donc ça, c'est une première petite remarque. Une toute petite autre sur les robots humanoïdes. La raison pour laquelle ces choses existent, c'est parce que les militaires américains l'ont voulu. Je parle de la DARPA, l'agence qui finance les projets avancés de l'armée américaine. Ils ont créé la voiture robot déjà dans un premier temps en finançant une énorme compétition. Quelques années plus tard, ils ont financé une nouvelle compétition où ils voulaient des androïdes. Et en fait, ils voulaient des robots androïdes parce que c'est la forme la mieux adaptée pour les combats dans les villes. C'est pour ça qu'il y a des robots qui ont la forme des hommes. C'est parce que les villes sont faites pour les hommes. Et donc, pour combattre à l'intérieur, c'est pour les hommes. Et juste pour finir, je lisais le thème du débat. Là. Un certain nombre de nos imaginaires restent intacts. Du moins pour ceux qui échappent, à mon avis, aux bulles de filtre, aux différentes prisons qui sont en train d'être installées. Mais il y en a toujours qui vont garder leur imaginaire intact. Je ne suis pas très inquiet. Il y a toujours des failles, il y a toujours des en dehors. Sur notre humanité, là, c'est pas bon. Ça révèle que notre humanité elle est en train de se défaire. Et même plus généralement, on peut mettre en corrélation l'effondrement du vivant, la 6e extinction, et une sorte de moment cambrien des machines. Il sort des machines de toutes les formes, les IA sont des machines de nouvelles formes, et en fait il y a une sorte de remplacement du biologique par le mécanique. Donc ça, c'est pas très bon, y compris dans les relations humaines, où un des usages de ces chatbots, c'est de remplacer des échanges qu'on pourrait avoir avec d'autres humains. Maintenant, ça se fait avec des machines. Et enfin, sur nos choix de société, quand on voit qui possède ces choses-là, qui les finance et à quoi c'est utilisé majoritairement, c'est qu'on choisit une société totalitaire. Voilà. Merci monsieur. Qui est un de vos collègues Oui, Patrick Albert. A fait de l'IA depuis aussi longtemps que moi, voilà. Et spécialiste de contraintes, il log et a essayé de contaminer IBM avec l'IA et IBM s'est laissé contaminer glorieusement. Alors, les outils IA, on dit outils IA d'ailleurs, et ça m'intéresse sur la pratique artistique. Benoît, vous faites de la création musicale depuis 2015. Création assistée par IA depuis 2015, parce que sinon vous en faites depuis longtemps. Vous connaissez, je peux faire référence quand même à l'un de vos tubes. Vous connaissez tous Voyage en Italie, l'Hélicube. Faire une virée à deux. Ouais, non, je suis beaucoup moins bon que vous quand même. Hein, je suis désolé. Vous êtes pas trop là. Comment ? Non, J'étais totalement faux, je sais. Toujours est-il que vous avez commencé en 2015. Nous, grand public, on entend parler de l'IA alors dans les films de science-fiction, etc. Mais on utilise ChatGPT, Midjourney et tous ces outils-là depuis 2-3 ans maximum. En 2015, à quoi ressemblait cette IA avec laquelle vous avez commencé à travailler et à créer ? C'était des chaînes de Markov qui étaient développées par le labo Sony CSL avec d'autres systèmes, et donc c'était très différent de l'IA générative d'aujourd'hui. Mais ce que je peux dire par rapport à la musique, en fait, ce qui intéressait le labo à l'époque dans mes compositions, c'était les surprises harmoniques. C'est que voilà, comme je ne vais pas me comparer à McCartney, mais il y avait comme chez McCartney des trucs un peu surprenants, et le directeur du labo qui s'appelle François Pachet aimait bien ce que je faisais parce qu'il y avait ce côté-là dans mes compos. Alors ça s'entend pas tellement dans Voyage en Italie, mais dans d'autres ça s'entend. Et du coup, en fait, c'est parti de là. En fait, on aime ces surprises harmoniques. On va essayer de décupler ça ou faire de l'augmenter, de jouer avec. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, par rapport aux surprises, c'est intéressant parce qu'il y a une étude d'Hamilton et Pierce, je crois, qui est sortie en 2024, qui montre que ils ont analysé 1100 chansons, les 5 premiers tubes de 1950 à 2025, les 5 tubes mondiaux de chaque année, comme ça. Et ils ont analysé ça, ils ont regardé tous les titres, analysé musicalement, je veux dire,
Et ils se sont rendus compte qu'il y a eu un pic en 75, où en fait, à ce moment-là, il y avait une imprédictibilité des chansons. C'était la plus grande imprédictibilité. C'était la plus grande diversité possible. Voilà. On ne savait pas ce qui allait arriver. La mesure d'après, c'était un peu ça l'idée. C'était un peu rock progressif, toute cette période-là. Et il n'y avait pas énormément de notes dans les chansons. Et quand on arrive à 2020, on est sur une prédictibilité beaucoup plus grande. Et c'est vraiment, la courbe, ça fait ça. Et on est sur un nombre de notes beaucoup plus grand aussi. Donc, on devient beaucoup plus bavard et plus prédictible, plus prévisible. Donc, je trouve qu'il y a un truc intéressant parce que l'IA, aujourd'hui, elle peut très très bien imiter ça. Puisqu'on est prévisible. Plus facilement que la musique de 75. Et en fait, ces IA aujourd'hui qui génèrent de la musique automatiquement et parfaitement, une moyenne parfaite comme ça, très lisse mais parfaite, c'est inhabité, quoi. Mais en fait, cette part inhabitée qu'on entend dans ces IA, elle existe dans notre musique, en fait. Elle est déjà là puisqu'on est prévisible. Donc en fait, je trouve qu'elle a bon dos, l'IA. Voilà. Quand elle peut générer comme ça des choses nous imiter très bien, c'est qu'on est imitable. Donc c'est qu'on est moins créatif. Donc, ça c'est un peu ma réflexion aujourd'hui sur ce qu'il y a, ce qu'elle apporte, on est dans ce qu'elle pique en fait. Dans une période à ce niveau-là formatée en fait. On parle beaucoup de format et on parle aussi de format dans la création audiovisuelle. Cette expérience, tu peux faire le parallèle avec le cinéma, la scénarisation. Absolument, c'est la même expérience. Et puis je voulais parler de 2 références de cinéma par rapport à ça, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a vu comment les studios avant l'IA, moi je fais toujours la réflexion, mais l'IA va reproduire les mêmes schémas narratifs, on va retrouver les mêmes films. C'est ce qui se passe, c'est avant l'IA. Il y a des studios américains entiers avec leurs séries de super-héros qui nous remettent les mêmes structures narratives avant même que d'utiliser l'IA. Donc c'est vraiment, je suis absolument d'accord, c'est plus une espèce d'état d'esprit qui est évidemment lié au capitalisme, tout simplement, qui est lié à l'IA en soi. Donc ça c'est vrai, et pour le coup moi j'adorais cette émission de cinéma qui s'appelait Cinéma, je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous retombez dessus un jour, vous allez voir, c'est assez hallucinant la diversité de chaque épisode qui a un mode narratif et visuel différent. Et dans chaque épisode, chaque reportage. Et donc, on a une télévision aujourd'hui qui est très normée, alors que cinéma, on voyait que chaque reportage pouvait avoir une identité visuelle extrêmement différente. Donc oui, on est dans cette époque-là parce qu'il faut absolument vendre à tout le monde la même chose. C'est tellement plus simple, quoi. En fait, on produit pas du produit, on produit du consommateur et on fabrique le produit qui va être ajusté au consommateur. Et il y a effectivement s'enquille là-dedans parce que c'est créé par les... Et juste un petit truc, en fait, pendant que je regardais le documentaire, j'ai eu 2 références parce que ce qui est dit au tout début et à la fin, ça envoie à la dernière phrase de Blade Runner sur les sentiments d'expérience que les androïdes ont, qui sont très spécifiques. Et puis il y a une autre chose, c'est Kubrick aussi quand même dans 2001. Il dit une chose. Tu parlais de la transhumanité, mais Kubrick, sa théorie dans 2001, si on regarde, c'est que l'homme est un état transitoire de la vie, et qu'après il y aura autre chose, et pour lui c'est la machine après. Et avant l'homme, il y avait d'autres éléments transitoires. C'est super inquiétant, mais c'était la théorie de Kubrick. C'est-à-dire que quand on revoit le film, l'homme n'est là que pour prolonger la vie à travers une machine qui va avoir sa propre autonomie. Donc c'était très visionnaire, très inquiétant, mais à un moment donné, quelqu'un exprime ça dans le documentaire, quoi. Là, je me tourne vers la scientifique. Est-ce qu'à un moment donné, la machine sera autonome et prendra le contrôle, pourra prendre le contrôle, comme on l'a vu dans la littérature de science-fiction, mais aussi dans les films de science-fiction, Michel? Votre point de vue là-dessus? Rien ne s'y oppose. Je pense que... Oui, je pense que l'autonomie... Skynet, Terminator... Rien, oui, mais est-ce qu'on a assez de pouvoir? Moi, je suis d'accord. Ce soir, allons-y. Non, rien ne s'y oppose. L'autonomie. On va pas pinailler sur les petits points qui sont pas tout à fait exacts dans le documentaire, notamment au niveau des rapports avec le cerveau, des interfaces. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il veut dire. Oui, je pense que l'autonomie, c'est quelque chose qu'on peut avoir d'assez raisonnable. Le problème, tous les gens récemment se posaient la question de savoir si on devait donner un but extrêmement général à une IA. Et c'est clair que c'est super dangereux parce que si vous donnez un but
et que vous réalisez qu'en fait, vous avez un peu mal spécifié ce que vous devez faire, l'IA qui prend ce que vous avez dit, c'est mieux que vous. Comment le faire? Et donc, risque de vous écarter. Et donc, les dangers d'autonomie, l'autonomie est parfaitement une possibilité, le danger est parfaitement réel. J'ai oublié ta dernière partie de question. Non, mais je faisais référence à toutes ces œuvres de science-fiction, mais non, la question c'était est-ce que les machines peuvent devenir autonomes comme on l'a vu dans la fiction et comme il y a eu, comme le disait Olivier, en 68 quand même, Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace, il était quand même et c'est Ray Bradbury d'ailleurs qui a écrit 2001, donc ça vient d'un roman. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, pardon, ouais, je les confonds tous. Arthur C. Clarke, tout à fait, pardon. Bradbury, il donne beaucoup plus. Bradbury, c'est Blade Runner, du coup. Non, même Bradbury, pas. C'est Kadik. Oh là là. Non, Bradbury, c'est Chroniques martiennes. C'est les Chroniques martiennes, voilà, ouais. C'est le plus humaniste de tous, quoi. Oui. Non, mais vraiment, la question de l'autonomie, c'est quand même... En gros, est-ce que ces machines vont nous remplacer? C'est quand même la grande inquiétude civilisationnelle qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, quand on voit les performances et l'effet waouh, pas pour ceux qui sont les mains dans la machine, mais qui voient ça de l'extérieur, il y a quand même quelque chose additionné à ces big tech qui ne parlent pas progrès mais innovation, additionné à un monde qui tourne vers le profit et qui va vers la performance. On se pose quand même des questions par rapport à ça. Donc la réponse était c'est possible. C'est possible. Et le problème, c'est d'une part qu'elle aille vers l'autonomie. D'autre part, c'est qu'on la perd de nous, essentiellement. À partir du moment où on commence à avoir une béquille aussi efficace que ça, il y a beaucoup de chances qu'on arrête de marcher. Oui, parce que ça pose la question aussi du progrès technologique qui a toujours eu lieu, mais là, il va tellement vite, est-ce que notre cerveau peut s'adapter? C'est aussi cette question-là. Parce qu'en fait, les pratiques, si on prend l'IA comme un outil... je le vois dans la création musicale ou dans l'écriture de scénarios ou même la réalisation cinématographique. Et dans la narration, pour aller même un peu plus loin, la narration a été percutée par des innovations technologiques de tout temps. Et l'IA en est une nouvelle, mais elle va tellement vite. Est-ce que notre cerveau est adapté pour suivre ça? Par rapport à ça, moi je crois à un truc qui est historique, c'est que dès que l'homme a un fantasme, il l'accomplit, quoi. Et donc ça dépend de quel fantasme on va avoir. On a voulu voler, on a voulu aller sous l'eau. En fait, c'est des projections qu'on fait, on a un fantasme. Et là, on voit bien que le fantasme de l'autonomie existe quand on voit les drones. La petite prouesse qu'on nous fait comprendre, c'est que le drone est autonome. Plus personne lui donne d'ordre et il choisit lui-même et donc à un moment donné, il y a même des cas où dans l'armée, des drones sont retournés à cause d'injonctions contradictoires sur les gens qui virtuellement, pas réellement, mais virtuellement, sur les gens qui leur ont donné des ordres. Et donc, en fait, notre crainte, c'est le fantasme humain, c'est-à-dire quel fantasme on va avoir pour l'IA et quelle projection on a. Et effectivement, si c'est les gros capitalistes mondiaux qui fantasment pour nous, on est mal barré, vraiment. Il faut être open source. Faut chercher dans les trucs open source. Mais c'est vrai que le truc de la vitesse, c'est vraiment un problème. Quand on est un peu créatif, on est tout de suite complètement submergé parce qu'on lance une idée, il y a tout de suite une réponse, il y a tout de suite quelque chose, une autre idée. Et moi, j'ai des tas d'onglets partout. Enfin, il y a un truc un peu du burn-out, limite, quand on a... je vois pas du tout ça comme une dépossession, mais plutôt comme une espèce de sur-sollicitation, quoi. Là où normalement la flânerie et l'ennui sont aussi des sources de créativité. On a besoin de ça, on a besoin de ne rien faire. Et bon, là, ça va au-delà de l'utilisation de l'IA. Et aujourd'hui, on a de moins en moins l'occasion de ne rien faire. Dans le fait de rien faire, oui. Mais regarde les enfants, par exemple. Quand est-ce qu'ils ont le temps de s'ennuyer? Jamais. Et pour nous, c'est pareil. Oui, puis d'ailleurs, notre corps pense, comme dit Raison. C'est une jolie phrase du documentaire. Est-ce qu'il y a encore, on va conclure la discussion, est-ce qu'il y a encore un commentaire, une question avant que je suggère une conclusion? Oui, le micro est derrière vous, monsieur, comme ça on va vous entendre. Tenez, regardez. Attendez, prenez le micro s'il vous plaît. Voilà. Ouais, bonsoir. L'IA ne crée pas de matière première, donc quand il n'y a plus de matière première, il n'y a plus de IA.
Je voulais juste poser cette question aux gens qui créent de l'IA. Sans matière première, tout ça, c'est que du fantasme. Du coup, sans énergie, si on va au-delà, c'est-à-dire que les problèmes... Aujourd'hui, peut-être que le manque d'énergie va faire que l'IA ne pourra pas se développer autant qu'elle le voudra. Non, j'en sais rien. C'est totalement empirique ce que je dis. C'est une question. On a posé la question, par exemple, étant donné l'énergie qu'il faut pour les grands data centers, si on faisait les choses bien, on poserait la question, par exemple, au niveau de l'agglomération, au niveau d'un pays, êtes-vous prêt à donner un degré de chaleur des bâtiments pour qu'elle aille aux data centers? Quel partage de l'énergie, à quel partage des ressources êtes-vous prêt? C'est pas demain la veille qu'on va poser la question de manière ouverte. Oui, mais c'est limité. Les matières premières sont limitées. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'elles sont absolument limitées, mais pas si limitées que la catastrophe ne puisse pas venir avant la fin. Tant pis pour nous. Ah oui, voilà. Une conclusion autre. Une autre question. Attends, il y a une autre question. Ah, une autre question. Oui. Je voulais vous demander la question qui a été posée par le Waymo, la voiture sans conducteur, et les tentes, les gens, les SDF à San Francisco. Cette question, c'est vraiment important, l'idée qui va payer. Évidemment, là, c'est San Francisco, c'est le berceau de IA mondialement, et Google en a vu tout le... Est-ce que ça, c'est une question importante que le film a bien fait les images de Waymo et des SDF, les gens qui habitent dans la rue. Ça m'a fait plein d'idées de comment on peut résoudre cette question, mais est-ce que l'humanité paye pour avoir une voiture, un taxi qui n'a pas de conducteur? Je ne sais pas. Ouais, je peux. Ouais. Non, juste par rapport à ça, moi aussi, ça m'a assez ému parce que d'un côté, on nous montre un robot qui se promène dans les rues et de l'autre côté, des humains qui sont sous tente et pauvres. Et voilà, c'est ce qu'il y a de. Quand même, il y a une thèse derrière, malgré tout. C'est vrai qu'on a plein de points de vue différents dans le film, mais on a des images de révolte. L'IA, la fausse IA, parce qu'à mon avis c'est le réalisateur qui dit qu'il aimerait bien pouvoir se révolter comme nous. Donc on voit très bien qu'il y a une dénonciation quand même de là où ça va et qu'on est en train de perdre quelque chose malgré tout. Moi, dans mon boulot, je suis vraiment, et les gens qui le vivent, t'étais là, on est vraiment dans un truc très étrange. C'est-à-dire qu'à la fois, si on ne forme pas des gens à se préparer à ce qui se passe avec l'IA, ils ne vont pas être compétitifs, tout simplement. C'est ça. Et en même temps, on a une culpabilité énorme de travailler avec cet outil qui a tout pillé en termes de droits, et qui crée des catastrophes écologiques. Donc en fait, on ne sait pas quoi faire. On est coincé entre il faut l'apprendre, il faut la maîtriser, et en même temps, on collabore. Vraiment, c'est particulier comme position. Et puis il y a quelque chose qui est... là, je parle vraiment du point de vue de scénariste et de réalisateur. Il y a quelque chose sur l'utilisation des IA génératives dans l'écriture. Donc en effet, il y a un vrai problème de droit d'auteur. Mais rendez-vous compte quand même que les États qui devraient légiférer et mettre en place des règles sont extrêmement pusillanimes sur ces questions-là, et que ce sont les éditeurs eux-mêmes qui mettent des chartes en place. Moi, j'ai reçu une charte de Netflix sur l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire que c'est les big tech qui disent voilà comment est-ce que vous devez utiliser éthiquement l'IA. À côté de ça, l'Europe, 27 pays qui ne sont pas d'accord entre eux, et ce qui est normal, c'est la démocratie. Mais toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a un retard considérable au niveau de la législation. Et normalement, quand on élit des députés, c'est pour justement légiférer. Et maintenant, c'est les big tech qui mettent en place leurs règles. Ils n'appellent pas ça des règles, ils appellent ça une charte. Donc c'est pas mal. Mais toujours est-il qu'ils ont pris même la main sur la loi. Voilà. On me fait des gros yeux, il faut finir.
Oui. Pardon. Alors, je n'aimerais pas être le seul à conclure, mais est-ce qu'on peut faire une petite conclusion, Benoît, Olivier et Michel Oui, non, hein? Non, mais il y a quand même l'IA Act qui est un petit peu. C'est un oui, non, mais bien sûr. Mais on se rend compte de la dissonance entre évidemment qu'on bouge, mais quand on arrive. Moi, ce jour-là, quand j'ai reçu cette charte des diffuseurs, je me suis dit ah oui, d'accord, quand même. Donc c'est eux qui imposent leur loi, quoi. Non, mais on va pas de toute façon. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà. Et je conclue là-dessus. Mais en effet, heureusement que ça travaille aussi derrière. Mais on est considérablement en retard sur la législation, je trouve. Voilà. Michel ? Le fait qu'il se donne une charte, ça peut vouloir dire aussi qu'il vaut beaucoup mieux se mettre à soi les interdictions que les attendre de quelqu'un d'autre. C'est assez un point. Je pense que l'essentiel pour les sans-domicile qui sont sous les ponts, c'est là où on revient à la démocratie, mais là où on met l'accent sur l'innovation. J'aurais à dire, mais je ne veux pas me disputer avec un ami et embêter le reste de l'auditoire, sur la démocratie ou le progrès. Je pense que le problème, c'est exactement ça. C'est que là, pour beaucoup de gens, pour les princes qui nous gouvernent, ou les princes qui font tourner la machine, une partie des gens est disposable. Voilà. Ils n'ont plus de rôle dans le jeu. Et donc, ils peuvent parfaitement bien rester homeless. On finit là-dessus. Olivier, un dernier mot peut-être Non, moi juste un truc qui me fascine, pardon, hein, vous avez applaudi, on devrait partir, mais un truc qui me fascine, c'est, moi j'ai vu arriver l'IA pour le grand public il y a 4 ans maintenant, la place que ça a pris quoi, en 4 ans. Je crois qu'il n'y a aucun autre phénomène technologique qui a eu cette rapidité de diffusion, d'ampleur et de contrôle sur nos vies à cette vitesse-là, hein, c'est incroyable quoi. Merci à tous les trois. Je ne sais pas si on a répondu à la question et au thème du débat. Merci à vous, merci Michel, merci Olivier, merci Benoît. Rendez-vous au Festival Atmosphère donc au mois d'octobre, c'est à Courbevoie. Et peut-être qu'on reviendra vous voir ici au Forum des Images, en tout cas je l'espère. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi, merci à Marie-Lou aussi. Merci au Forum des Halles. Merci beaucoup et merci à toutes les équipes du festival qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette soirée ait lieu. Merci à vous.